Face à l'actualité, toute l'actualité, c'est sur Tambour Matin. Bonjour et bienvenue dans Face à l'actualité. Il est l'un des parlementaires les plus en vue de cette législature à l'Assemblée nationale. Il est sur tous les fronts, omniprésent dans les médias, il communique énormément. Cette émission est spéciale parce que nous recevons pour la première fois Alphonse Ngui Kassonji, élu de la ville de Mbujimayi. Nous sommes au Kasaï oriental. Monsieur le député, bonjour. Bonjour Arsène. Avec vous, nous allons faire le tour d'horizon de questions d'actualité, particulièrement le développement du Kasaï oriental. Vous avez été gouverneur pendant 12 ans, vous connaissez certainement mieux cette province que quiconque. Mais il y a aussi des questions politiques aujourd'hui qui polarisent l'attention à travers le pays, notamment vous à l'Assemblée nationale qui venez de voter la loi électorale. Mais actualité oblige, plaçons un mot autour de ce qui se passe à l'est du pays. La RDC est agressée par le Rwanda à travers le M23. En ce moment même, les FARDC combattent l'ennemi. Comment vous suivez cette actualité de la guerre? Bien, vous savez que tout patriote congolais n'admettra pas cette agression du Rwanda, parce que l'ennemi du Congo à ce jour et depuis tout le temps, c'est le Rwanda. Ils instrumentalisent leurs compatriotes infiltrés chez nous, qui ont pour chacun une double nationalité. Quand ils sont au Congo, on les appelle Congolais. Ils repartent au Rwanda, ils sont Rwandais. Et tout ça pour déstabiliser notre pays. L'esprit expansionniste de Paul Kagame le pousse à tout le temps de déstabiliser ce géant d'Afrique, la RDC, pour l'empêcher à se remettre debout. Et donc, à tout moment, il faut la distraire, la RDC en fabriquant des rébellions, tout ça, à son profit, pour piller les minerais de l'Est de notre pays et s'en servir. Comment voulez-vous qu'un petit pays comme le Rwanda puisse avoir une raffinerie chez lui et à tout moment, ce sont les minéraux, fruits des sangs, qu'on raffine chez lui, et il devient exportateur du coltan, exportateur des produits de la RDC. Et donc, nous n'admettrons pas, et nous n'admettons pas ça, ce qui se passe à l'Est. Pourquoi nous sommes tous derrière nos forces armées, pour que cet ennemi, avec ses fabrications, ses rebelles, qui sont ses propres enfants, qui sont rwandais, que cette guerre retourne au Rwanda. Donc voilà pourquoi nous sommes derrière nos forces armées, à tout prix, derrière nos FARDC, de sorte que par la grâce de Dieu et par l'appui de tous les peuples, tous les patriotes, nos FARDC remportent cette guerre et que nous puissions, n'est-ce pas, recouvrer l'intégrité de notre territoire national. En parlant du soutien que vous apportez au FARDC, d'ailleurs c'est le cas à travers tout le pays. On a rarement vu le peuple congolais aussi mobilisé pour soutenir son armée nationale. Vous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez cotisé 200 000 $ comme contribution pour, n'est-ce pas, appuyer l'effort de guerre. Mais certains pensent que c'est insignifiant. Que l'Assemblée nationale aurait dû faire mieux, dégager par exemple 2-3 millions de $. Est-ce que l'Assemblée nationale génère les recettes? Non. L'Assemblée nationale consomme, c'est-à-dire nous sommes là, législateurs, et donc dans notre maigre salaire, qui est d'ailleurs irrégulier, je veux dire, je vous informe que c'est depuis le mois d'avril qu'on a touché nos émoluments, et nous accusons les arriérés, et donc pour soutenir notre armée, nous avons consenti cet effort. Certes, c'est insignifiant, mais c'est significatif. C'est significatif, c'est la preuve que nous sommes patriotes, nous appuyons, nous représentants de la population, nous appuyons notre armée.
Et donc, à ceci, je lance un appel à tous les Congolais, au peuple kassaïen, d'être derrière son armée. Et cette fois-ci, nous sommes prêts de prendre les armes, d'aller au front pour combattre, de manière à dire à Kagame que nous sommes un grand pays. Il ne doit pas se jouer de nous. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, vraiment, nous devons mettre fin à ces pratiques expansionnistes de Kagame. Nous devons lui dire que s'il veut se déstabiliser chez lui, qu'il ose encore répéter ces bêtises-là. Mais cette fois-ci, nous allons en mettre fin. Est-ce que nous en avons les moyens? C'est-à-dire, est-ce que notre armée est capable de lancer ce message de dissuasion? Avons-nous les armes pour, les hommes pour? Mais écoutez, une armée motivée par son peuple, il n'y a pas d'armée sans le peuple. Donc, si le peuple est derrière son armée, peu importe les moyens, l'armée doit gagner. Et cette fois-ci, vous l'avez vous-même dit, vous voyez la mobilisation tous azimuts du peuple congolais, de partout, de tous les quatre coins de la RDC, vous voyez combien le peuple est mobilisé derrière cette armée. Et c'est la preuve que cette guerre, nous allons définitivement la gagner. Et Kagame saura que le Congo est là, il est le géant d'Afrique. Les opposants au régime de Félix Tshisekedi pensent que cette guerre est aussi la conséquence de son échec diplomatique. Il a rapproché Kagame dès son entrée en fonction et que c'est ce rapprochement aujourd'hui qui coûte les vies aux Congolais. Pensez-vous que d'une manière ou d'une autre, le président de la République est responsable de ce qui se passe aujourd'hui au Nord Kivu? Vous savez que le président de la République lui-même le disait, que parfois les gens les jugent naïfs, mais ils se trompent. Donc il laisse quelqu'un agir, et il le regarde, mais il sait ce qu'il fait. Donc c'est que l'autre est en train de faire en face de lui, il pense qu'il est naïf, il a signé, il a fait, mais derrière il est en train de se préparer. Qui lui crie qu'on pouvait, que l'armée rwandaise à un moment pouvait battre en retraite et qu'on pouvait prendre quelques-uns de ces éléments depuis qu'on connaît cette armée. Donc, c'est la preuve qu'il s'est préparé. Donc, signer les accords ou plutôt négocier avec les voisins pour la paix, c'est toujours un signe de grandeur. Parce que vous ne pouvez pas exposer votre peuple tout le temps à la guerre. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Lui, il est entré pour faire avancer les choses, pour développer le pays. Mais hélas, toute sa bonne foi a été piétinée par ce monsieur Kagame. Mais qu'à cela ne tienne, le Congo reste le géant d'Afrique et notre armée l'emportera. Le président kenyan, Uhuru Kenyatta, qui est très proche du président de la République, Félix Tshisekedi, suggère qu'une force régionale soit déployée au plus vite dans les Kivu et dans la province de l'Ituri pour imposer la paix. Cette option fâche au sein de l'opinion par le fait que de l'Est de la RDC regorge déjà beaucoup d'armées. Il y a l'armée ougandaise, il y a l'armée des casques bleus de la MONUSCO, il y a déjà l'armée des FARDC. Y rajouter d'autres régiments serait tout simplement polluer cette zone et encourager le pillage des ressources naturelles du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez que dans ce pays a toute une histoire. La RDC a toute une histoire. Elle a toujours objet de convoitises extérieures à cause de ses immenses richesses. Et moi, j'estime que tous les moyens sont bons pour mettre fin à la guerre et imposer la paix. Tous les moyens sont bons. En scrutant l'histoire du pays, nous trouvons que quelque part, le maréchal Mobutu, face à la guerre lui imposée, n'avait pas hésité de faire appel aux troupes étrangères qui sont arrivées. Même la France, les troupes françaises sont venues combattre ici, à la guerre de Colosie, ainsi de suite. Donc il y a eu les troupes marocaines, françaises, etc., qui ont combattu aux côtés de nos forces armées pour pouvoir restaurer l'intégrité de notre territoire et mettre en déroute les rebelles. Et donc, si l'option d'instaurer la paix, si le souci est d'instaurer la paix et que nous avons besoin
de cette force régionale. Et là, je veux dire que cette force régionale ne soit pas infiltrée par le Rwanda. Non, mais c'est ça l'inquiétude, puisque le Rwanda et l'Ouganda et les autres pays font partie de la communauté d'Afrique de l'Est. En principe, ils devraient aussi envoyer des troupes. Non. En dehors du Rwanda et de l'Ouganda, j'admettrais que la force régionale composée par exemple des troupes angolaises, kenyanes, que sais-je encore, en dehors, je précise bien, du Rwanda. Et moi, je ne peux pas comprendre comment Bunagana, qui est frontalier à l'Ouganda, puisse être occupé par les troupes rwandaises. Je ne peux pas admettre. Donc il doit y avoir une complicité, tacite, une complicité de l'Ouganda. Et donc ces deux pays-là, il faut en faire attention. Et je ne suis pas d'avis de ceux qui ne veulent pas de la force régionale si il faut retrouver définitivement la paix et stopper l'esprit expansionniste de ces deux pays-là. Parlons à présent politique. Et dans ces secteurs où vous êtes depuis plusieurs années, vous venez au niveau de l'Assemblée nationale de voter la loi électorale. C'est une loi très importante qui ouvre le chemin vers les élections de 2023. Mais seulement qu'au niveau du Sénat, cette loi a été votée en des termes non identiques, des termes différents de ceux votés à l'Assemblée nationale, notamment par exemple autour de 60% des candidats qui doivent aligner les partis. Pour le Sénat, il en faut 20, comme l'avait proposé le G13. Mais ma préoccupation, c'est le point de vue de l'opposition qui accuse la majorité, l'Union sacrée que vous êtes, d'étayer cette loi sur mesure pour tricher en 2023. Pourquoi ne voulez-vous pas chercher les consensus maintenant pour éviter la contestation après? Vous savez que dans tous les pays au monde, il existe toujours une majorité. Une majorité. Il faut suivre les élections qui se passent en France. Donc Macron est en train de se battre pour retrouver la majorité et l'opposition se bat pour empêcher cette majorité. Pourquoi le président a besoin de la majorité? C'est pour faire passer les choses. Parce que l'opposition est là pour gêner, pour empêcher que la majorité ne réussisse en appliquant, en votant les lois et les choses qui peuvent faire avancer la politique. Donc, sa politique, la politique du pouvoir. Et cette loi électorale, je ne vois pas par où il y aurait préparation de la tricherie dans la mesure où les résultats seront cette fois-ci publiés bureau par bureau. Vous pouvez suivre les résultats à travers l'Internet. Chaque bureau, étant entendu que dans chaque bureau, chaque candidat devait avoir ses témoins. Et ces témoins doivent être en possession des résultats de chaque bureau. Et quand on publie les résultats sur Internet, bien sûr, et qu'il y a une discordance entre les résultats publiés sur Internet et les résultats remis à chaque témoin. Les résultats qui sont remis à chaque témoin sont contresignés par tout le monde, par les chefs de centre, par les témoins, etc. Et vous avez ces résultats, ils doivent être conformes avec les résultats publiés par la CENI. Et là, nous avons l'étape de la justice qui fera son travail conformément aux preuves que peuvent apporter les témoins. La chose qui achoppe est que chaque candidat qui se présente, quand vous vous présentez comme candidat président de la République, vous devez suffisamment avoir les moyens y afférents. Vous ne pouvez pas vous présenter comme président de la République sans moyen d'aligner les témoins. Imaginez-vous que si un président de la République aligne les témoins partout, dans tous les bureaux, et il a les preuves, les résultats entre ses mains, qui peut les lui ravir? Donc, en quoi il y a préparation de la tricherie? Moi, je demanderais plutôt à chaque parti politique de s'organiser pour avoir suffisamment de témoins. C'est ça le problème. Parce qu'on n'arrive pas à avoir les témoins dans tous les bureaux. Et il y a des innovations. Vous avez parlé du Sénat qui a voté dans des termes différents. Ça arrive, ce sont les deux chambres qui se complètent. Mais il n'y a pas eu
à ce que je sache, c'est toujours les 60% qui ont été retenus au Sénat. Bon, même si à la deuxième lecture au niveau du Sénat, il peut y avoir une sorte de contradiction, mais il y aura une commission paritaire pour harmoniser les vues. C'est toujours mieux qu'il y ait une seconde lecture, qu'on harmonise les vues, de manière à ce que du choc des idées jaillit la lumière. Donc au niveau de la commission paritaire, on va harmoniser les vues et faire éclater la vérité pour qu'il y ait une bonne loi qui fasse en sorte que les élections soient les plus transparentes possibles et les plus crédibles possibles. En parlant justement de ces 60%, c'est que pour qu'une liste de partis soit valide, il faut aligner au moins 60% de candidats dans les circonscriptions. Vous êtes responsable des deux partis politiques, la JDS et la CDD. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un décret de décès ou de mort pour certains partis politiques? Est-ce que vous, par exemple, vous serez capable, avec deux formations politiques, d'avoir des listes qui puissent arriver jusqu'à 60% de circonscriptions au pays? Écoutez, ceci veut dire quoi? Nous avons plus de 500 partis politiques au pays. Or, on veut qu'on ait, comme on le suit dans les grandes démocraties, avoir les courants politiques plus de regroupements que les partis politiques qui évoluent en solo. Donc, ceci voudrait oblige à chaque parti de s'allier à d'autres pour, n'est-ce pas, atteindre le seuil de 60% dans les circonscriptions électorales. Plus de... Parce qu'un parti, les partis ne doivent pas être régionaux, ethniques, que sais-je encore. Il faut que le niveau national puisse se retrouver dans chaque parti. Parce que c'est un parti, n'est-ce pas, national. Et donc, l'objectif, c'est de pousser à ce que chaque parti soit représenté dans toutes les provinces, dans tous les coins et recoins de la République. Si le parti n'y parvient pas, au moins qu'il compose avec les partis qui ne sont que dans des provinces, et ces partis réunis constituent un regroupement politique. Donc, l'objectif, c'est d'avoir moins de courants politiques, c'est-à-dire quand les partis se regroupent à 20, vous voyez, au lieu d'en avoir 500, nous aurons plutôt, je dirais, 200, 250, ou même moins que ça, ou même une cinquantaine de partis. Et en ce moment-là, on peut réduire, n'est-ce pas, ressembler un peu à ce qui se passe dans les grandes démocraties. Ne craignez-vous pas que l'absence du consensus aujourd'hui, j'ai posé cette question autrement tout à l'heure, puisse engendrer une crise demain, avec notamment l'Église catholique et l'opposition radicale menée aujourd'hui par M. Martin Fayulu? N'avez-vous pas peur que la période préélectorale et post-électorale puisse être agitée? Monsieur Arsène, bon, je ne vois pas par où vous reliez l'Église catholique à l'opposition. L'Église catholique est censée être... L'Église doit être une Église... Si en parlant de l'Église, je parle du CLC notamment, qui est une structure de l'Église qui est très opposée à ce que vous faites à l'Assemblée nationale actuellement. Une section, vous l'avez dit, pas toute l'Église. Hein. Donc, l'unanimité n'est pas la démocratie. Il peut y avoir chacun ses opinions. Moi, je crois qu'au sein de l'Église catholique, il y a les évêques qui ne sont pas d'avis avec d'autres, hein, qui développent des discours pratiquement de l'opposition. Donc, nous voulons, moi je suis d'avis qu'il y ait de bonnes élections, que les meilleurs l'emportent, qu'il n'y ait pas de tricherie, qu'il n'y ait pas de fraude. Ça, c'est le vœu que j'exprime aussi, parce que nous avons été victimes aux élections de 2018 de beaucoup de choses très très mauvaises. Des élections organisées par M. Nang. Et donc nous voudrions que les choses puissent changer, qu'il n'y ait pas de favoritisme. Parce que ce n'est pas parce que je suis de la majorité que je voudrais que les voix, les gagnants soient opprimés au profit
des perdants. Non. Donc c'est pourquoi nous avons tout fait au sein de cette loi. Nous avons été vraiment engagés pour que les élections soient les plus transparentes possibles. Mais, écoutez, même aujourd'hui, vous avez suivi aux États-Unis, il y a les procès de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, qui conteste les élections jusqu'à envahir les Capitoles. Donc les sièges du Parlement. Vous voyez, jusqu'où, même quand vous parlez du consensus, on ne peut jamais, écoutez, pour la lutte pour le pouvoir, s'entendre avec une opposition. Pour dire non, nous nous sommes entendus pour lui faire gagner les élections. Non, non, ils doivent se battre parce que pour en être là, on s'est battu. Pas pour frauder, mais pour gagner. Et nous voulons, quand vous êtes au pouvoir, les conserver le plus longtemps possible. Et nous voulons les conserver et aussi faire avoir le pouvoir. Et donc, il y aura toujours une lutte. Il n'y aura jamais un consensus en termes de la lutte pour le pouvoir. Jamais. Et parce que nous sommes à l'Assemblée nationale, vous, de la majorité, avez-vous engagé une chasse à la sorcière? Vous venez d'invalider 5 députés de l'opposition, dont M. Mouzito, le député Wabeminakou. On vous accuse d'avoir engagé une chasse à la sorcière pour fragiliser davantage l'opposition. Il est certes vrai qu'il y a eu des absences. Je pense que vous-même qui suivez nos séances qui sont du reste public, vous verrez qu'il y en a qui ne sont jamais venus siéger. Je ne vois pas en quoi c'est lui qui ne vient pas. M. Mouzito, par exemple, il n'est jamais venu siéger. Est-ce qu'il y a eu la chasse à la sorcière? Je ne sais pas s'il y en a eu. Est-ce qu'au niveau de la majorité, n'y a-t-il pas des députés qui ne viennent pas siéger et que vous n'avez pas invalidé, par exemple? Si vous voyez un député absent à l'hémicycle, mais qui a un justificatif, c'est-à-dire qu'il a été autorisé par le bureau d'aller en mission, d'aller aux soins, vous pouvez le voir absent, mais il est couvert par une autorisation. Et donc, si vous n'en avez pas, vous vous absentez, mais vous voulez bouffer l'argent du trésor public. Vous ne faites pas le travail pour lequel vous avez été élu par le peuple. Et donc, le règlement d'ordre intérieur s'applique. Parce que chaque député connaît le règlement d'ordre intérieur. Si vous ne venez pas au temps des séances, eh ben, on vous invalide. Donc, il n'y a pas la chasse à la sorcière. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à l'Assemblée, là, pour qu'on dramatise. Il y en a eu. Rappelez-vous que les députés de l'UDPS étaient invalidés à l'époque à cause de leur absentéisme, donc de leurs absences. Parce qu'il leur avait été demandé de ne pas siéger. Ils avaient été invalidés. Et donc cette fois-ci, à cause des absences, je ne sais pas pour quelles raisons vous avez postulé être représentant de la population, mais au moment d'aller plaider pour la population, de travailler pour la population, vous vous absentez et vous voulez qu'on vous laisse. Non, le règlement s'applique. Revenons ici au Kasaï oriental. Vous avez été gouverneur pendant 12 ans. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette province que vous affectionnez tant? Vous y êtes d'ailleurs ces derniers temps assez régulier. Écoutez, il y a eu 4 années presque d'absence d'autorité de l'État. Au Kasaï oriental. Bien sûr. C'est fort ce que vous dites. On n'a pas senti l'autorité exister. Une absence totale. Je vais vous prouver qu'il y a les tueries à répétition. Pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a le préfet de l'Institut 14 janvier qui a été tué. Il habite non loin d'un sous-siat de la police. Mais il y a eu les balles qui ont crépité. Aucune intervention. Le pauvre en est mort. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines à Bipemba. La même scène s'est répétée et c'est presque chaque semaine qu'on assiste à des scènes pareilles. Ça n'a jamais existé. Cela prouve qu'il y a absence de l'autorité. À Katanda, depuis 2007, où
j'étais là où les événements malheureux sont arrivés, les incidents sont arrivés, quand je venais de prendre mes fonctions, à cause du retard, parce que j'avais été informé, et à temps, j'avais mis tous les moyens au niveau de la police pour éviter ce qu'il y a eu. Parce que la police était présente, il y a eu débordement de Benin Chimba pour attaquer les Benin Mwembe, mais j'étais informé par un député qui était de Benin Chimba. J'ai pris toutes les dispositions, j'ai remis les moyens qu'il fallait, mais le retard enregistré au niveau de la police a fait que le drame est arrivé. Depuis 2007, j'avais pris les mesures. En créant les zones tampons, en installant dans les zones tampons la police déjà mis. Et depuis cette année-là, 2007, jusqu'à ce que je parte de là, il n'y a pas eu des événements malheureux. Il n'y a pas eu le départ de Benin Kapouya ou la chasse à l'homme ou tout ce que j'entends maintenant. Mais depuis quelques années, c'est ça. C'est devenu le théâtre des problèmes. Si vous allez à Katanda aujourd'hui, vous ne trouverez pas les Benin Kapouya. Ils sont tous partis de là. Il y a quoi? L'absence de l'autorité. À l'époque, je me rappelle que j'avais même suspendu tous les chefs coutumiers en nommant les administratifs. C'est ça l'autorité de l'État. Est-ce que vous sentez l'autorité ici? Quand vous voyez une route se dégrader, tout ça, je suis sur Yinga, mais c'est inadmissible. Quand l'autorité passe par là, vous passez par là avec votre véhicule en cortège, mais l'état de la route est comme ça. Alors que vous avez des bitumes dans l'enclos, c'est l'ancien gouvernement. C'est une route nationale. Qui coule. Qui coule. Non, mais quand vous êtes au niveau urbain, l'entretien de la route n'est pas du domaine exclusif du pouvoir central. C'est un domaine concurrentiel. Donc, pourquoi on ne peut pas intervenir pour entretenir? Ne serait-ce que pour ça. Vous en trouvez partout, des trous. Mais vous avez les bitumes. Pourquoi vous ne faites pas? Même un mètre d'une route bitumée, vous avez vu ça? Il n'y en a pas. Donc, il y a absence de l'autorité. Comment voulez-vous que 14 millions peuvent venir? 14 millions viennent dans votre province pour des infrastructures qui ne reflètent pas les 14 millions. Allez-y, vous allez me dire qu'à 4 janvier là-bas, ce qui se fait là-bas, les petits bâtiments qui est devant et celui qui est derrière, et les deux bâtiments réhabilités, où on a enlevé la toiture pour en remplacer une nouvelle. Ça fait 3 millions 200 ou 3 millions 700. Non. Il y aura aussi des équipements. Ça fait partie de la facture. Équipement, on connaît. Si vous voulez équiper l'école, un banc, si le prix le plus cher du banc, c'est 35 $. Il y aura combien de bancs? Faites les calculs. Combien de bancs? C'est quoi? Vous n'allez pas me dire qu'on va doter les ordinateurs à tous les élèves là-bas, pour que le coût soit si élevé. Et donc, mais parce que ça a été couvert par la province, qui aurait participé, je ne sais pas quel appel d'offres s'est fait, parce qu'on a dit que c'est la province qui a donné les exécutants là-bas. Mais vous allez trouver derrière là-bas, ce sont les équipes, cette équipe qui travaille, c'est un tel conseiller, c'est elle, au profit de qui? Au profit du peuple? Non, on sent qu'il y a eu réellement les 4 années presque de perdu. Mais on a l'espoir que le nouveau gouverneur, qu'il y a eu un consensus général, qui a l'appui de tout le monde et dont nous estimons qu'il peut écouter tout le monde, parce que nous voyons qu'il est là les prédispositions d'écouter. Tout le monde pourra aussi suivre les conseils et améliorer les choses. Les autorités locales se sont souvent plaintes du manque de moyens. Il n'y a pas assez de recettes locales pour entamer tous ces travaux que vous évoquez. Bon, heureusement que vous parlez à l'ancien gouverneur, qui connaît, qui a eu les mêmes moyens, qui sont là aujourd'hui, mais qui a fait des choses dont vous êtes témoin. Vous êtes témoin que j'ai asphalté le boulevard Laurent Désiré Kabila, où il n'y avait pas de jonction.
j'ai remis ça, j'ai refait la route et j'ai réunifié. Quand vous quittez le bâtiment du gouvernorat jusqu'à Cohydro, vous allez trouver qu'il y avait une partie vide là-bas, que moi j'ai mis l'asphalte partout. Avec quel moyen? Au bout de quelques mois, j'avais fini. Je venais de prendre la province quand la rétrocession était encore à 45 millions. 45 millions de francs. Quand il n'y avait pas de recettes, j'ai commencé à me battre pour, n'est-ce pas, augmenter les recettes locales que j'avais trouvées à 35 000. Donc on est allé jusqu'au-delà de 450 000. Et au niveau de la rétrocession, on s'est battu pour obtenir ce qu'il y a aujourd'hui. Et les moyens étaient affectés d'une manière rationnelle. D'abord au profit des infrastructures qui n'existaient pas. Parce qu'il était inimaginable qu'un camion quitte la brousse avec des marchandises, arrive en ville et commet l'accident en ville. Et c'était récurrent. Les gens mouraient ici, en pleine ville, vous le savez bien. Donc j'ai fait ça, on a fait ça, le boulevard Laurent Désiré Kabila, vous prenez Kalonji, vous prenez l'avenue de l'université, vous prenez l'avenue Salongo, vous prenez l'avenue Ozana, vous prenez le Mbalawachitolo, là-bas, j'étais en train d'aller, si vous suivez Mbalawachitolo, il y a quelques mètres qui nous séparent du ravin, j'avais déjà asphalté, et j'étais en train de progresser. Je me dis que si c'était moi qui continuais à l'époque, j'aurais terminé Tatoukanida pour rejoindre la route nationale numéro 1. Asphalté, c'était ça mes ambitions. Mais comme il y a continuité de l'État, moi quand je suis arrivé, je n'avais pas trouvé de bitume en stock. Je me suis battu, j'ai fait appel à l'AMIBA où j'avais emprunté les bitumes, que je les ai remis. J'ai remis à l'AMIBA. Mais avec le peu que j'avais emprunté, j'avais commencé. Mais on en trouve, vous trouvez les bitumes, vous partez, vous laissez les bitumes couler. Oh, vous me direz qu'il y a quoi? Les mêmes moyens que j'avais sont là. Mais avec ça, j'ai fait des choses que vous voyez, qui n'avaient jamais été faites par l'exécutif provincial. Depuis 1960 à mon époque. Vous voyez, c'est une question de volonté. Parce que nous arrivons à la fin de cet entretien. Il y a un nouveau gouverneur au Kasaï oriental, M. Patrick Matchabedi, qui vient d'être élu, que vous avez soutenu. On vous a vu rencontrer à quelques reprises le secrétaire général de l'UDPS, qui l'a aligné comme ticket. Qu'est-ce qui vous a convaincu de jeter son dévolu sur lui? Il y avait quand même beaucoup de candidats dans cette course. Bien, nous savons que ici, le parti majoritaire à l'Assemblée provinciale, c'est l'UDPS. Et que il fallait s'unir pour l'intérêt de notre patrimoine commun, pour l'intérêt de notre alma mater, qui est la province du Kasaï oriental. Et donc, nous avions causé avec Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. J'ai vu en lui la volonté d'un consensus autour de la gestion de la province. Du moins, ce qu'il m'avait exprimé. Donc, il ne fallait pas être opposant au sein de l'Union sacrée, il fallait participer à cela. J'ose croire que dans la composition du gouvernement provincial, les forces politiques de l'Assemblée provinciale y seront représentées. Pour que chacun joue son rôle. Et qu'il n'y aura pas des choses à déplorer. Parce que tout le monde le sait, qu'au sein de cette Assemblée, il y a trois forces politiques. Nous avons l'UDPS, nous avons nous, de l'Union sacrée. Nous venons en deuxième position avec 7 députés. Et RDT arrive à la fin. Et que l'UDPS et le RDT sont déjà représentés là. Il y a le gouverneur et le vice-gouverneur. Et que pour équilibrer les choses, il faudrait que l'Union sacrée ait au niveau des ministères les nombres qui lui permettent
d'exercer donc sa force politique, la deuxième position. Et là, je vois qu'il y a 10 ministères. Donc, si les 10 ministères, les 2 qui ont déjà eu, gouverneur et vice-gouverneur, au niveau des ministères, ils devraient aussi un tout petit peu faire un recul. C'est-à-dire, là, c'est la deuxième force politique qui peut avoir 4 postes ministériels. Les 2, c'est partagement les 6. Donc, l'UDPS pourrait avoir, à cause du nombre de ses députés, 4 aussi. Et le RDT, 2. Nous attendons voir ce qui va se passer. C'est cela qui permettra aussi à ce que tous les enfants du Kasaï s'unissent autour de cette action et que les choses qui sont prévues par le président, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui seront menées ici, comme il l'a promis à Bonzola. J'ai une société qui loge chez moi, qui va asphalter plus ou moins 30 km de route ici, y compris Tatoukaninda et beaucoup d'avenues de la ville. Pas la seule société, j'en connais une autre qui aura 10. Donc la ville de Mbujimai aura suffisamment de routes asphaltées et va changer de visage. Et donc, c'est là qu'il y ait aussi les actions au niveau provincial. Pas simplement ce que le président va faire. Les gens ne se couvriront pas derrière ce que le président va faire. On doit sentir l'action de l'exécutif provincial. Et c'est possible. Et toutes ces actions réunies permettront que le peuple y trouve son compte. Et pour terminer, quel est le message que vous adressez à la population du Kasaï oriental particulièrement? Tous unis, hein? Je crois que cette fois-ci, nous devons bouter dehors les mensonges, la haine. Le peuple kassaïen doit s'unir. Les Français disent que l'union fait la force. Et nous, les Louba, nous disons Boun Boufita Boulop. Ngunda Yabani, Ibo Belani Nimat. Les Songhe disent la même chose. Ngunda Yabani. Donc, c'est ça. Donc, l'unité, dans notre diversité, bien sûr. Nous ne pouvons pas tous être dans un parti politique, mais nous sommes tous de l'Union sacrée, heureusement ici. Je ne vois pas pourquoi on se battrait. Cette fois-ci, j'en appelle à l'esprit d'amour, d'unité et d'action. Nous devons agir. Donc, on est assez insulté. Insulté par le fait de notre combat interne. Nous avons très mal vendu l'image de notre province. À telle enseigne que aujourd'hui, c'est comme si on n'existe pas. Alors que ceux qui viennent ici pour la première fois, j'ai un directeur d'un service, d'un grand service ici, au Kasaï oriental, qui a fait 5 ans dans les Quilles, mais qui a été muté ici. Et quand il arrive, c'est comme s'il est arrivé au ciel, quand lui me parle. Et cela se corrobore avec ce que l'ambassadeur d'Angleterre, arrivé ici pour la première fois, il me dit, mais non, monsieur le gouverneur, ici je vois le peuple est actif, les jeunes sont actifs, entreprenants, etc. La même chose qu'un expert qui était recruté, un Français, qui était recruté par le gouvernement Matata pour faire l'expertise économique du pays. Il a été dans les Katanga, Kinshasa, dans les Kivu et ici. Il me dit que en dehors de Kinshasa, Katanga, les Kivu et Congo central, c'est votre province qui vient, qui devance même la province orientale. Donc vous avez un peuple actif. Mais nous-mêmes, quand nous voulons parler de notre province, parce que c'était Ngoï, il fallait dire des choses et des choses et des choses qui rattrapent ceux qui dirigent aujourd'hui. Oh, l'exode, c'est Ngoï. Mais aujourd'hui, l'exode s'est accentué. C'est à grande échelle. C'est quoi? Nous devons être réunis pour vendre positivement l'image de notre province. Parce que nous avons un atout majeur, le digne fils de cette province, même s'il est le président de la République, mais il a le devoir historique de laisser les traces indélébiles dans sa province. Et là, je vois
trouver des solutions pour l'énergie électrique, trouver des solutions pour la route. Heureusement que la route nous reliant vers le Kasaï central, les travaux vont débuter bientôt. Arabe Contractor, qui fait déjà la route entre Chikapa et Kananga, s'occupe de cette route parce que les fonds sont déjà là, les fonds égyptiens, qui seront remboursés par le FPI. Si nous avons une solution pour désenclaver notre province, unie autour de cette action-là, nous connecter à Kasumbalesa, c'est le désenclavement, une partie des désenclavements, et avoir une possibilité de nous connecter vers Bukavu, la route nationale numéro 2, trouver les solutions pour l'énergie électrique. Heureusement que les travaux de la centrale, j'ai vu l'annonce, les travaux de la centrale photovoltaïque de Chipuka ont démarré. Mais j'aurais souhaité que l'électricité de Chibou et de Tubitubiti, cette énergie arrive, il n'y a que 4 millions dont on a besoin. Aussi, la centrale qui chôme des Mauves, il y a 4,75 MW, ça chôme. Il faut ramener ce courant-là ici. Pas seulement ici, même Miabi, les territoires de Miabi, Kabé et Kamonga doivent bénéficier de ça. Le programme de 145 territoires, il y a également des centrales comme ça, photovoltaïques, un peu partout dans les territoires. Je plaide, moi, pour que les travaux des KTND s'accélèrent le plus rapidement possible. Mais si cela ne se fait pas le plus vite que possible, qu'on puisse utiliser le dessoutirage de la ligne haute tension à partir de Chimboulou pour qu'on ait une énergie capable de stimuler les gros investissements, à l'exemple de cimenterie, ainsi de suite. J'ai toujours une idée que j'aimais, qu'il faut créer de l'emploi à grande échelle. Un gros investissement dans cette province ici, par exemple, une usine de montage de véhicules, une fabrique nationale. L'orienter ici, ça permettra au pays d'acheter les automobiles à moindre coût. Ça va réduire le prix des automobiles à 50% et permettre les emplois à grande échelle dans la région du centre, du Grand Kasaï. Donc, une fabrique nationale, c'est une politique du gouvernement central qui puisse stimuler l'industrialisation dans la province, les emplois et permettre à ce que le pays achète les autos à moindre coût. Voilà. Alphonse Ngoï Kassongi, député national élu sur la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Arsène. Avec le plaisir et l'espoir de toquer à votre porte si l'actualité l'oblige. Merci à vous tous qui avez regardé cette émission qui a été réalisée avec la brillante participation de Moïse Chilehimaweja et Trésor Mukendi. Avec le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir. Face à l'actualité, toute l'actualité, c'est sur Tambour Matin.